Bonsoir à tous, Denis Herrero, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications de la relation client dans la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a le plaisir aujourd'hui, dans le cadre des webinaires que l'on propose à l'ensemble des membres, mais au-delà, on verra, un webinaire spécial sciences cognitives pour lequel nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier de l'intervention de Monsieur Berthier, Jean-Luc, qui se présentera, mais vous voyez d'emblée ce qui est attaché à son nom, spécialiste en sciences cognitives de l'apprentissage, proviseur honoraire, et pour ma part, j'avais eu le plaisir de le retrouver à l'ESN en tant que responsable national de la formation des personnels de direction notamment. Ce webinaire effectivement est important parce que finalement, même si aujourd'hui, pour le moment, je vous comptabilise à 40 participants, j'imagine que d'autres vont arriver, mais vous étiez plus de 100 inscrits. C'est la première fois que nous avons effectivement un tel nombre. Et je m'imagine qu'à la fois le nom de Monsieur Berthier, mais également le sujet vous intéresse. Et d'emblée, on s'était dit avec Monsieur Berthier qu'il sera peut-être important, en fonction de vos retours, de penser un deuxième webinaire qui complétera éventuellement cette intervention. Très rapidement, vous dire quand même l'élément de contexte. Ce campus des métiers et des qualifications, il y en a 95 qui ont été labellisés en France aujourd'hui. Il y en a 23 qui sont sur un label d'excellence. Ces campus, en clair, c'est une initiative de l'État, de plusieurs ministères, de mettre en place dans les territoires des réseaux qui sont donc portés à la fois par l'État mais également par les régions et qui visent finalement à regrouper des acteurs clés du monde de la formation, du monde institutionnel et du monde professionnel, du monde économique et professionnel, sur des secteurs qui sont dits d'excellence et à fort potentiel d'emploi. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme ailleurs, ces campus sont souvent adossés à des filières d'excellence et pour ce qui est de la région sud, ils sont adossés aux opérations d'intérêt régional. On va retrouver le numérique, on va retrouver l'économie de la mer, on va retrouver l'aéronautique ou l'industrie du futur, etc. Les grandes missions de ces campus, c'est de former les publics de formation initiale et continue aux compétences de demain, en sachant qu'aujourd'hui, elles sont fortement, je dirais, impactées par les transitions, notamment numériques et digitales, d'informer les jeunes, les familles, les professionnels en reconversion sur les métiers en pleine transformation et surtout d'inventer les produits, les formations et les métiers de demain. Et c'est sur cet élément-là que l'on travaille beaucoup actuellement. Une infographie très rapide où vous voyez qu'il y a donc ces 9 campus et celui que je porte modestement mais avec force et conviction est autour de la relation client. Donc c'est peut-être aussi parce que on travaille beaucoup la question de la digitalisation de la relation client que l'on utilise finalement aussi ces modalités de communication à distance. Et le webinaire, entre autres, on s'est fixé ces objectifs-là, c'est d'impulser d'autres dynamiques de partage et de travail collaboratif, c'est de proposer d'autres modalités d'apprentissage et de perfectionnement des connaissances. Et finalement, dans le contexte d'aujourd'hui, il a tout son sens aussi, cette modalité d'apprentissage, quand on parle, et on va parler de plus en plus de continuité pédagogique, de se confronter à des experts et des regards extérieurs, et Jean-Luc Berthier en est un, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir l'accueillir. Et également, bien entendu, c'est d'avancer individuellement et plus encore collectivement dans cette transformation que tous appellent de leur vœu de la voie professionnelle. Vous voyez donc le nombre d'inscrits, une forte majorité d'enseignants, mais comme on disait tout à l'heure, finalement un beau kaléidoscope de public, voilà, et dans les répartitions majoritairement pardon, 27% pardon, de la région sud et le reste d'ailleurs. Monsieur Berthier, je vous laisse la main et nous vous retrouvons donc dans 25-30 minutes pour engager le débat avec l'ensemble des participants. Je renouvelle juste réellement la nécessité pour l'ensemble des participants de poser au fur et à mesure de votre intervention des questions, puisque c'est sur la base de ces questions-là que nous engagerons le débat. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Berthier. Merci beaucoup, Denis Herrero, pour la sollicitation. Merci beaucoup. Et puis également à Bruno qui m'a quand même bien aidé pour la partie technique. Alors évidemment, c'est une grande ambition de présenter ce thème-là en quelques dizaines de minutes. Mais enfin, nous allons essayer quand même
de faire émerger quelques axes clés. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà lu le chapitre qui a été écrit pour l'ouvrage assez remarquable des éditions Nathan qui s'appelle Le cerveau et les apprentissages. Bon, nous avons également écrit un ouvrage avec le LAPSIDE, c'est-à-dire le laboratoire de sciences cognitives de la Sorbonne, un ouvrage qui à la fois présente les axes théoriques des sciences cognitives dans la pédagogie, mais également des témoignages et puis beaucoup de pistes pédagogiques. Parce que, en fait, notre équipe, puisque je ne suis pas seul dans cette affaire, je pilote une équipe d'à peu près 40 personnes qui sont des formateurs académiques, mais également des professeurs expérimentateurs dans les classes, des chercheurs, et puis des personnels d'encadrement et des personnes d'autres domaines que l'éducation nationale, parce que nous n'avons pas le monopole du savoir-faire pédagogique. Donc, je vais vous présenter rapidement où nous en sommes. Alors, au-delà de l'équipe, nous nous adossons sur plusieurs laboratoires extrêmement réputés de sciences cognitives, en particulier le LAPSIDE de la Sorbonne, le célèbre laboratoire de Piaget et de Alfred Binet, et puis le laboratoire de Jean-Philippe Lachoux à Lyon, qui s'occupe des mécanismes attentionnels chez les jeunes, et puis également le GREN et plusieurs autres, Normal Sup à Rudulm, etc. Ensuite, notre vocation, elle est de diffuser, de sensibiliser les personnels de l'éducation, les acteurs de l'éducation, sur cet apport assez récent, mais tout à fait important, stratégique, des sciences cognitives à l'intérieur des postures pédagogiques. Et donc, bon, pour ma part, j'en suis à peu près à la 400e intervention, aussi bien dans les établissements, les bassins, enfin on essaie de toucher un petit peu tout le monde. Et ce qui fait notre originalité, c'est la mise en œuvre, la déclinaison des grands axes sciences cognitives dans la pédagogie, dans les classes. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, des coniclasses. On a pris ce label-là, qui est un label qui commence à être bien connu. Alors en clair, ça veut dire que nous avons à peu près 4000 sites de coniclasses en France et à l'étranger, parce que notre rayonnement s'étend sur à peu près tous les continents. La semaine dernière, j'étais encore en Égypte pour une sensibilisation sur un public de 25 000 élèves. Mais en France, on a à peu près 4000 enseignants qui nous suivent, alors avec des choix tout à fait divers de pistes, de thématiques. En tout cas, il y a 5 axes que je rappellerai tout à l'heure, qui sont essentiels pour nous. Ce sont les axes communs à tous les apprenants et qui sont, je le répéterai tout à l'heure, mais qui sont la mémoire, la compréhension, l'implication active, la métacognition et l'attention. Alors, il m'a été demandé de faire une relation un peu forte entre la recherche et la pédagogie, et cette demande est particulièrement pertinente, parce que ce qui différencie l'intuition des pédagogues de jadis, dont certaines étaient tout à fait convenables, c'est l'apparition du mot science. C'est-à-dire que désormais, on ne peut plus écarter la rigueur, l'éthique des recherches sur le fonctionnement du cerveau et sa relation avec l'apprentissage. Donc ça veut dire que toute l'action que nous essayons de déployer, mettre en place avec des collectes de résultats, est centrée autour de cette rigueur de pensée. Nous nous adossons sur des analyses, des méta-analyses confirmées par les chercheurs. Donc c'est un peu la différence entre ce qui se passait lors de la dernière génération, enfin disons il y a 20 ans et maintenant, c'est-à-dire que la pédagogie a besoin de la science, et c'est sur la base de cette rigueur scientifique que nous pouvons ensuite décliner ces apports en termes extrêmement pratiques de pistes pédagogiques. Mais l'inverse est vrai également. Et je vous raconte une petite anecdote, c'est que Olivier Houdet, qui a été longtemps directeur du laboratoire de sciences cognitives de la Sorbonne, est quelqu'un que j'avais un petit peu de mal à aborder parce qu'il est le pot de fer et je suis moi-même qu'un modeste pot de terre, mais c'est quand même lui-même qui m'a appelé il y a 2-3 ans pour me dire la recherche a besoin de vous, la recherche a besoin des enseignants, la recherche a besoin des professeurs pour d'abord tester
quelques hypothèses, vérifier comment se passe le passage du laboratoire à la classe, mais aussi pour renvoyer, faire remonter, faire du bottom-up d'effets que la science n'est pas capable de relever au sein de ses laboratoires. Donc ce qu'on voit apparaître depuis une dizaine d'années, c'est une osmose entre ces deux mondes, non seulement qui se trouvent, mais qui deviennent de façon indispensable complémentaires. Donc c'est un peu là-dessus que nous allons nous appuyer aujourd'hui pour nous axer sur un certain nombre d'idées. Alors qu'est-ce que l'approche scientifique peut apporter à la pédagogie? Tout d'abord, la première chose, c'est peut-être d'avoir une connaissance rigoureuse, c'est-à-dire éliminer ce que l'on appelle les neuromythes, c'est-à-dire les fausses croyances sur le fonctionnement du cerveau et qui font fureur parfois parce que chacun n'hésite pas à dire que les choses cognitivement, cérébralement se passent ainsi, etc. Non, c'est beaucoup plus sérieux que cela, surtout pour des acteurs, j'allais dire des professionnels de la pédagogie, des professionnels de la plasticité du cerveau des élèves. Ils sont les auteurs, les co-concepteurs, les co-constructeurs du cerveau de l'élève qui apprend. Co-constructeur, bien sûr, avec l'élève lui-même, mais aussi l'environnement, la famille et le monde culturel et social. Donc l'idée, c'est de s'adosser sur des conditions, sur des conclusions validées, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le fait d'avoir une démarche scientifique pour la pédagogie, ça implique une exigence de formation. Donc on ne peut plus séparer la pratique de la mise en recherche dans la posture d'enseignant de certaines pistes, s'expérimenter soi-même, expérimenter dans sa classe, faire des groupes qui collectent des effets pour avoir des conclusions les plus communes possibles, les plus pertinentes possibles, les plus fiables possibles, pour ensuite pouvoir les redéployer sur un nombre plus important d'enseignants. Donc cette formation, elle est tout à fait stratégique. Alors elle peut se faire de différentes manières. Nous, depuis notre site, dont je donnerai l'adresse à la fin, nous essayons d'en faire un site de formation avec des parcours de formation, des ressources, etc. Mais il y a également, bien sûr, les formations académiques. Alors, deux chiffres, notre site est visité entre 5 et 700 fois par jour. C'est dire l'attractivité de ce thème pour les personnes du terrain, c'est dire. Et pour les formateurs académiques, nous procédons à la montée en charge de formateurs spécialisés neurosciences et pédagogie. Actuellement, on évalue à peu près à 400 le nombre de formateurs qui, dans différents rectorats, se mettent en marche pour cela. Le troisième axe, c'est l'expérimentation. Passer de la théorie à la classe n'est pas simple. Lorsque le conseil scientifique piloté par Stanislas Dehaene et auquel j'appartiens en deuxième cercle s'est prononcé tout au début, il a expliqué que 9 théories sur 10 n'étaient pas validées dans la classe. Pourquoi? Parce que si elle l'est pour un petit groupe d'élèves, en fait, elle se dilue dans la classe parce que les paramètres sont très nombreux. Et les laboratoires ne peuvent pas aller dans les classes pour faire les études qui conviendraient pour cela. C'est pour ça qu'ils délèguent un peu auprès du corps enseignant la charge de voir comment ça se passe sur des panels importants, si vous voulez. Donc c'est un peu le rôle qu'on s'est donné d'interface entre le monde de la recherche et le monde du terrain, des classes, des enseignants et des acteurs de l'éducation. La quatrième chose, c'est l'idée que finalement nos pratiques, nos routines, c'est-à-dire en gros enseigner comme on a été enseigné ou enseigner comme nos tuteurs, nos maîtres nous ont préconisé d'enseigner, eh bien cette visite, cette revisite nécessite d'être remise en œuvre. Donc c'est un peu tous les jours que les enseignants ont à voir comment telle activité autour de la mémoire, etc., ce qu'on va dire un peu après, comment ça se passe. Donc il y a une espèce d'obligation de revisiter les postures professionnelles. Et la dernière, l'axe qui a été inscrit ici, c'est que de toute manière, on avance que par essai et erreur. Alors ça, c'est le principe même de la démarche scientifique. On n'est jamais sûr de ce que l'on avance. Demain sera différent d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a un consensus aujourd'hui suffisamment solide pour qu'on s'appuie dessus pour avancer. Alors,
pourquoi, on pourrait s'interroger, c'est pourquoi cette vague d'attractivité des sciences cognitives, des neurosciences cognitives, ne disons pas simplement neurosciences, hein, parce que neurosciences, c'est l'exploration un peu neurobiologique du cerveau. On est bien dans les sciences cognitives éclairées par les neurosciences. Alors, pourquoi cet attrait, pourquoi cette mode, et pourquoi le nombre tout à fait impressionnant des gens qui nous rejoignent ou qui nous écoutent en 8 ans d'existence de notre équipe. J'ai rencontré à peu près 40 000 enseignants, donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Eh bien, on l'explique de la façon suivante. Tout d'abord, les sciences cognitives sont en développement exponentiel. Et il existe maintenant des centaines de milliers de communications sur la théorie de l'apprentissage. Et comme c'est validé et survalidé, on peut donc s'asseoir sur un socle de connaissances fiables qui maintenant a un peu ce devoir d'arriver dans la classe et de se traduire en termes de pédagogie. Donc, arriver des connaissances validées, premièrement. Deuxièmement, nous sommes quand même à une époque, j'allais dire presque plus que jamais, de désarroi des enseignants par rapport à une difficulté de gestion des classes, par rapport à une hétérogénéité extrêmement grande et normale des élèves. Mais par contre, comment y répond-on? Comment mettons en place la différenciation pédagogique? Comment gère-t-on des évolutions de comportement des élèves par rapport aux mécanismes attentionnels, par rapport à l'intérêt que les élèves ont de l'activité scolaire, etc. Toutes ces questions-là arrivent en première place et les enseignants se disent mais finalement de cette pelote avec énormément de propositions au niveau d'activité dans la classe, par quel fil, par quel bout je vais commencer à modifier les choses. Enfin, troisièmement, l'apparition des outils numériques n'est évidemment pas anodine et on se demande s'ils sont positifs, dans quelle mesure ils sont positifs, dans quelle mesure il y a une adéquation entre l'objectif de ces outils, de ces applications qui fleurissent et ce que l'enseignant se donne comme objectif. En particulier, il y a l'intelligence artificielle qui commence à frapper à la porte et personnellement, je suis le spécialiste en sciences cognitives de référence pour la commission ministérielle sur l'intelligence artificielle. Donc c'est dire, si vous voulez, que l'ensemble de ces paramètres, et il y en a d'autres probablement, convergent vers l'intérêt que les enseignants éprouvent pour les sciences cognitives. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, les 5 axes majeurs sur lesquels nous travaillons sont la mémorisation, la compréhension, l'attention, l'implication active et la métacognition. Alors, j'explicite un tout petit peu. Alors, évidemment, on pourrait y passer une semaine, hein, sans problème. Mais je vais quand même développer un tout petit peu. Concernant la mémoire, il est clair que la mémoire est peut-être la fonction cognitive qui est la plus omniprésente dans le fonctionnement d'un humain, et en particulier pour l'apprentissage. La mémoire, elle se déploie sur tous les axes du temps, évidemment les souvenirs, les savoirs et les compétences qu'on a acquis, mais également dans le présent, c'est-à-dire qu'on ne peut agir, penser, exécuter que sur la base de choses que nous avons dans le cerveau. Donc on réactive la mémoire, on active la mémoire en agissant dans le temps présent. Mais la mémoire, c'est également la mémoire du futur, la mémoire prospective. Donc il y a aussi la dimension future. Donc ça veut dire que la mémoire, finalement, c'est presque apprendre. Apprendre et mémoriser, c'est presque synonyme. Et il existe pour la mémoire une petite dizaine de règles qui sont des règles universelles pour tous les humains de la Terre. Et il est devenu inconcevable qu'un enseignant ne les connaisse pas et ne les mette pas en pratique. Donc, je vais vous citer 3 exemples. Le premier, c'est celui du cerveau prédictif, c'est-à-dire que nous n'avons pas un cerveau qui se remplit au cours de l'apprentissage comme on pourrait remplir un réservoir avec de l'eau. Nous ne sommes pas des récipients de savoir, etc. Non, pas du tout. Nous sommes en interaction perpétuelle avec les informations qui nous arrivent de l'extérieur et nous intégrons ces informations sur la base de questionnements. Une information arrive, on se pose une question, on pose des hypothèses, on répond à ces hypothèses, et lorsque l'hypothèse est validée par l'enseignant, la famille ou l'expérience de la vie, alors nous apprenons. Nous n'apprenons pas sans questionnement. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est que l'acquisition mémorielle, elle va de pair avec la notion d'oubli. L'oubli est
est un don de la nature pour nous éviter d'être submergés par ces millions d'informations qui nous arrivent tous les jours. Et donc l'oubli est là pour tamiser, pour sélectionner l'essentiel. Mais comment l'enseignant fait-il pour jouer à la fois de l'intégration, de l'ancrage à terme, et en même temps de jouer avec ce phénomène qui tend à nous faire oublier ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, on est obligé de consolider ce qu'on est en train d'apprendre, et l'enseignant, il doit mettre en place une stratégie. Qu'est-ce qu'on a envie d'installer dans le cerveau des élèves? Donc, il faut qu'il monte une stratégie, et la plus belle expérience ou l'ensemble qui ont été faites sur la mémorisation, c'est la consolidation. Lorsqu'on reçoit une information, nous l'oublions quasiment tout de suite, et donc il s'agit de mettre en place une consolidation, et le nec plus ultra de la consolidation, c'est ce qu'on appelle la consolidation avec des espaces variables, en général de plus en plus grands, c'est pas la peine de les reprendre 3 jours de suite, donc il y a des stratégies subtiles qui permettent d'optimiser la consolidation. Alors ça, c'est la deuxième, et la troisième, c'est l'attention, parce que l'attention est le premier facteur de la mémorisation. Un enfant qui a de faibles capacités attentionnelles sera très handicapé pour mémoriser les choses. Alors, il y a d'autres paramètres, mais voilà le genre de choses qui ne sont pas encore arrivées dans la classe, c'est-à-dire il n'y a pas encore d'activité pédagogique dédiée, par exemple, à ces 3 actes essentiels de la mémorisation. Le deuxième grand axe, c'est la compréhension. On ne peut pas comprendre sans savoir. Quand on est arrivé sur Terre, on avait déjà un petit stock de savoir que la nature nous a offert à la suite de l'évolution de l'humain depuis la nuit des temps. Et c'est sur la base de ce petit stock qu'on commence à comprendre. Et plus on comprend, plus on mémorise. Et plus on mémorise, plus on est capable de comprendre, etc. Et donc, on est dans un cercle vertueux. Mais tout ça, c'est à appliquer dans la classe. C'est-à-dire comment aider les élèves à comprendre. On peut les aider à comprendre en leur permettant de développer leur mémoire, en permettant de développer des liens, en permettant, etc. Donc, il y a plusieurs activités pédagogiques très fines qu'on peut mettre en place pour aider les élèves à comprendre. Le troisième axe, et Jean-Philippe Lachaud, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, est le grand spécialiste sur notre territoire national du développement de l'attention, et donc il explique la nature de l'attention, la nature de la focalisation sur une cible attentionnelle, en quoi les distracteurs de tout type, c'est-à-dire visuels, sonores, olfactifs, etc., viennent-ils déranger la capacité attentionnelle. Et l'attention, on a le dispositif qui est tout près lorsqu'on arrive sur Terre, mais il s'agit au cours des 20 ou 25 premières années de la vie de le développer, et il revient à l'école, tout autant qu'à la famille d'ailleurs, mais à l'école, parce que c'est un lieu privilégié pour cela, de développer les capacités de l'attention. Donc ça nous intéresse énormément, parce que lorsque l'on lit les référentiels du ministère, eh bien, on ne voit pas, attention, on ne voit pas vraiment cet objectif-là. On a l'impression que ça se fait un petit peu tout seul et qu'il suffit de donner des consignes et que ça marche. Pas du tout. Le quatrième axe, c'est l'implication active. Donc, l'implication active, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure à propos de la mémorisation. Nous avons un cerveau qui est prévu pour le questionnement. Donc, on essaye de faire quelque chose, on essaye d'apprendre quelque chose et on fait un peu une erreur. On fait une erreur de prédiction. Et l'apprentissage consiste à réduire l'erreur de prédiction au fur et à mesure que l'on apprend. Un petit peu comme quelqu'un qui essaye de tirer une flèche au cœur d'une cible. Eh bien, au départ, il fait une erreur, voilà, et il ne tombe pas au cœur de la cible. Un peu comme nous, nos hypothèses de prédiction, lorsqu'on apprend, ne sont pas bonnes. Donc, on apprend et on réduit l'erreur de prédiction. Et au fur et à mesure qu'on réduit l'erreur de prédiction, on améliore la qualité de nos modèles mentaux, c'est-à-dire la représentation que l'on a des choses. Et au fur et à mesure d'essais et d'erreurs, on arrive à affiner la cible, et c'est ainsi que l'on apprend et que l'on devient progressivement des experts. Et enfin, le cinquième axe, c'est la métacognition, c'est-à-dire, alors la différence entre la cognition et la métacognition, c'est que la cognition, c'est tout simplement, je vous explique comment votre cerveau fonctionne, et vous apprenez comment fonctionne la mémoire, l'attention, etc., etc. C'est de la cognition. La métacognition, c'est la mise en pilotage par l'élève lui-même de sa manière de fonctionner. Comment je mémorise? Est-ce que j'ai bien utilisé la bonne méthode pour préparer mon contrôle?
est-ce que je fais ce qu'il faut pour comprendre, etc. Et il devient responsable. Et là, dans la métacognition, dans la prise de pilotage de sa pensée par l'élève lui-même, on a une mise en autonomie, une mise en responsabilité. Alors là, on prend conscience que sans cette compétence métacognitive, comme on dit maintenant, eh bien, il n'y a pas d'implication vraiment de tous les élèves. Alors que si on la met en place, on franchit un cap important. Alors, pour accélérer, ça, ce sont les 5 axes, et nous ne nous occupons pas, dans notre équipe, de tous les besoins spécifiques, les 10, les TDAH, les hauts potentiels, etc., tout simplement parce que ça relève d'expertise que nous n'avons pas, et il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que nous pour en parler subtilement. Alors, pour aider les enseignants à passer de ces théories à la classe, eh bien, on a une liste d'une quarantaine de pistes pédagogiques qui leur permet de monter en charge voilà, dans leur pratique professionnelle. Alors, je voudrais en quelques minutes vous poser cette question-là qui, à mon avis, va être à l'horizon de l'évolution des objectifs du système scolaire dans les années qui viennent. Première hypothèse, on fixe les objectifs du système sur la base des programmes. Telle classe, tel programme, tel savoir à acquérir, telle compétence à acquérir. Ou alors c'est ce qu'on fait, et c'est ce que les enseignants essayent de faire au mieux, en se disant, est-ce que j'ai fait mon programme, etc. Il y a une autre vue, il y a un autre volet d'entrée, qui est de se dire, l'esprit, lorsqu'il apprend, utilise des fonctions exécutives. Il y a 5 ou 6 fonctions exécutives de base qui permettent à tout un chacun de vivre, de penser, d'agir et d'apprendre. Alors, quelles sont ces fonctions exécutives? Alors, je pense que je les ai citées après. Peut-être pas. Écoutez, je vous les cite. Si la diapo arrive, on passera vite. Il y a dans les fonctions exécutives l'attention. On ne peut pas gérer correctement sa vie, la qualité des actions, l'exécution des tâches si on n'a pas des capacités attentionnelles nécessaires. L'inhibition, c'est-à-dire est-ce que je laisse mon cerveau fonctionner comme il a envie en fonction de tout ce qui nous survient à l'esprit, etc., ou si je contrôle de ma pensée. Est-ce que je jugule bien mes émotions? Est-ce que je freine les mauvais réflexes, etc. Est-ce que je fais la part entre tous mes automatismes qui remplissent ma vie quotidienne et puis la rationalité des choses? Et entre les deux, est-ce que je laisse faire l'automatisme pour rouler en voiture, voilà, ou est-ce que je suis très attentif au rond-point, à la circulation? Merci beaucoup, génial. Eh bien, ça s'appelle l'inhibition. L'inhibition, c'est une sorte de prise de contrôle entre ce qui surgit, qui n'est pas pertinent, et ce qui est rationnel et qui l'est beaucoup plus. Ensuite, il y a la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité pour l'esprit de modifier ce dont il est convaincu. La possibilité aussi de passer d'un thème à l'autre. Et c'est extrêmement important. Est-ce que je remets en cause mes croyances? Est-ce que je mets en cause mes routines professionnelles, etc. Et la flexibilité cognitive, c'est cette qualité de l'esprit d'avoir une certaine souplesse, c'est-à-dire il n'y a pas que ce que je pense qui relève de la vérité, mais il y a peut-être ce que pense mon voisin, ce texte, etc. C'est le contraire de la rigidité cognitive. Donc ça, c'est une fonction exécutive. La planification, c'est l'ordonnancement des choses, et nous avons des horloges, des sortes d'organisation temporelle des choses à l'intérieur du cerveau, et la planification, c'est une fonction exécutive. On a tout près dans la tête des populations de neurones qui sont chargées de cela. Il y a en fin de liste, mais c'est pas complet, la mémorisation, le développement des compétences psychosociales, CPS, etc. Ce qui est frappant quand on lit les référentiels du ministère, c'est que la plupart de ces termes-là n'apparaissent pas. Est-ce que ça veut dire qu'on apprend les programmes sur la base d'un développement hypothétique des fonctions exécutives qui se développeraient comme ci, comme ça, un petit peu de façon aléatoire et obscure? Ou bien, si c'est l'inverse qu'on devrait se donner comme objectif, c'est-à-dire on développe les fonctions exécutives qui permettent à tout élève qui va devenir un ado, puis un adulte, etc., de vivre avec la meilleure qualité possible,
mais en s'appuyant sur des programmes pertinents. Et donc, c'est un petit peu une grande nouveauté que les sciences cognitives essayent d'apporter. Alors, je vois que le temps passe vite. Alors, je voudrais quand même arrêter une minute là-dessus. Les enseignants et les élèves doivent être conscients de ce qui se passe dans leur tête, comme je le disais tout à l'heure à propos de la métacognition. Mais qu'est-ce qu'on essaye d'apporter aux enseignants qui veulent faire un pas de plus dans l'éclairage de leur posture péda en fonction des sciences cognitives? D'abord, expliquer que le cerveau est plastique, c'est-à-dire que les neurones, on en a 90 milliards, ils ne sont pas liés les uns avec les autres comme on se tient la main. Ils sont en proximité les uns des autres, mais il y a une possibilité qu'ils s'adjoignent les voisins les plus pertinents. Donc, accepter le concept de plasticité cérébrale, c'est accepter l'idée que l'apprentissage est immensément possible pour immensément d'élèves. Il y a bien sûr quelques limites, mais la possibilité d'évoluer est considérable. Donc, ça veut dire qu'on bannit la stigmatisation et la catégorisation des élèves. Donc, c'est tout à fait important. C'est je suis capable d'être bon en maths, je suis capable d'apprendre une langue étrangère, etc. Ensuite, en termes de savoir, on explique en général aux enseignants les bases de la consolidation, du questionnement, de l'attention et ce fameux atelier du cerveau qu'est la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est ce qui prend les informations, c'est ce qui les traite, c'est ce qui les organise, les structure, et c'est ce qui fait le lien avec les mémoires à long terme. Voilà. Donc, Monsieur Berthier, Monsieur oui, Berthier, juste je me permets, parce que je vois, moi ce que je vous propose tout simplement, parce que je ne voudrais pas que vous accélériez pour tenir le temps. Et ce que je propose en fait à l'ensemble des participants, c'est que je souhaiterais que vous preniez le temps de faire votre intervention dans sa totalité, parce il y a encore quelques diapositives et elles sont importantes. Et si nous avons le temps, nous prendrons quelques questions. Mais par contre, nous proposerons un webinaire consacré essentiellement au débat avec vous à la suite de votre intervention dans un délai court. Mais je ne souhaiterais pas voilà, que l'on vous passiez rapidement sur les diapositives prochaines. D'accord? Ça vous permet d'être soulagé à ce niveau-là. merci, vous êtes très très sympa. En fait, il me faut environ 10 minutes. Et ensuite, de toute manière, Mais ils bénéficieront du support. Alors, je voudrais vous citer simplement, j'ai fait une espèce de statistique de qu'est-ce qui intéresse le plus les enseignants par rapport aux sciences cognitives dans l'application dans leur classe. Alors, j'allais dire par ordre de ce top 7 des pistes pédagogiques, il y a la consolidation mémorielle. Vraiment, ça préoccupe beaucoup les enseignants parce qu'ils veulent sortir de l'impression de faire leur cours, de demander aux enfants d'apprendre des choses et de s'apercevoir que un mois, 2 mois, 6 mois après, il ne reste plus grand-chose. Alors nous, c'est vrai qu'on propose des pistes sur la base comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, sur la base de connaissances vraiment validées. Nous avons mis en place une technique qui marche très fort, qui s'appelle la fiche de mémorisation, qui permet de sélectionner les notions essentielles que vous avez envie d'apprendre, de faire apprendre par vos élèves, et qui permet également d'utiliser la mémorisation par questionnement. J'ai la question, j'ai la réponse, je cache la réponse, je me pose la question, donc je fais des hypothèses, etc. Je regarde la réponse et je fais le lien. Et au moment où je fais le lien, j'apprends. Soit je ne savais pas, soit je savais faux, soit je savais un peu, soit je savais. Donc ça, ce sont des techniques qui sont très utilisées. Ensuite, il y a l'occupation pendant les cours, c'est-à-dire en présentiel, de temps pour la mémorisation. Donc, par exemple, les tests numériques, Socrative, Kahoot, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la minute mémo. On s'arrête, on ferme les cahiers et l'enseignant pose quelques questions sur ce qui a été fait. C'est ce qu'on appelle la mémorisation initiale, tout au début, massée pendant quelques minutes. On ne fait que ça et ça a des effets tout à fait positifs. Ensuite viennent dans l'ordre le contrôle de la pensée, le développement de l'attention. Donc on a tout un tas de techniques, soit on fait des choses qui relèvent un peu de la méditation, du mindfulness, quelques éléments de sophrologie, des choses comme ça, et ça marche vraiment très bien, surtout dans les classes qui recrutent des enfants qui sont un petit peu agités, etc. Et c'est une acquisition qui sert toute la vie. Bon,
il y a d'autres techniques de contrôle de la pensée. Il y a tous les tests de compréhension du type Plickers, de réactivation. Donc, toutes ces techniques-là, avec ou sans tablette, avec ou sans Wi-Fi, des choses comme ça existe, il n'y a pas de souci. Donc, on a tout un panel de possibilités. Il y a bien sûr la formation des élèves. Donc, par exemple, sur notre site, on a une quinzaine de modules pour la formation des élèves à différents niveaux sur l'attention, la mémoire, etc. Et donc, tout est prêt pour que les enseignants puissent le pratiquer avec leurs élèves, mais c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, les élèves adorent, il n'y a pas de souci. Et puis, tout ce qui peut permettre aussi le développement de la mémoire de travail, qui est normalement limitée, puisqu'on a un empamnésique qui limite ce qu'on est capable d'intégrer en un temps donné. Et en particulier, nous travaillons avec Éric Trouillot, qui a développé tous les outils Matador, qui sont validés par Canopé et qui font l'objet d'études scientifiques, justement dans la région de Marseille, par Johannes Ziegler. Alors, je voulais vous parler quand même 2 minutes des Coniclasses. Donc, elles existent chez nous depuis 8 ans. On double leur nombre à peu près tous les ans. On en a à peu près 4000 dans 400 établissements. Et ça va du cycle 2 à post-bac. Alors, j'ai vu que dans les participants ce soir, il y avait un professeur de maternelle. Pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que nous, pour les maternelles, on est un peu prudent parce que la structuration mentale, en ce qui concerne le langage, tout ce qui va permettre à la suite du cursus de se développer correctement, c'est un peu complexe. Et donc, on dit aux enseignants de maternelle, instruisez-vous, utilisez nos pistes, essayez-les, mais pour l'instant, on est un peu prudent sur développer ça publiquement, etc., aux enseignants. On est dans une phase un petit peu, nous aussi, de recherche. Deuxième chose, les Coniclasses, ça marche avec plutôt bien avec des équipes. Alors évidemment, surtout en secondaire, à partir du cycle 3-4. Donc ça marche et ça se développe progressivement au sein d'une Coniclasse en mettant en place 1, 2, 3 pistes et puis on en parle, on avance, on se trompe, on s'interforme entre les collègues et puis on développe et puis les projets avancent grâce à la bienveillance et à l'intérêt des équipes de direction. Troisième chose, il faut donc les mettre dans le coup, si je peux dire, la direction, parce que ce sont eux qui ont la clé pour faire arriver ces thèmes-là à l'intérieur de l'établissement. N'oublions pas qu'ils sont les premiers pédagogues de l'établissement, disent les textes. Donc, il est important qu'ils mettent en des conditions favorables pour développer des Coniclasses et pour développer aussi les expériences, faire rayonner les projets dans l'établissement, composer les classes et puis articuler les projets d'une année à l'autre lorsque l'année scolaire est terminée. Ensuite, j'ai évoqué la formation des élèves, c'est tout à fait fondamental. Information des familles dans une mesure qui leur correspond, leur dire que le sommeil, c'est le moment des 24 heures où on apprend le plus, c'est au moment du sommeil où on fait la sélection de ce qui est le plus pertinent, leur expliquer lorsqu'ils sont plus grands l'importance, par exemple, des addictions sur la mémoire, du cannabis, etc. Leur parler un petit peu de ce qui se passe en classe, leur expliquer que c'est une voilà, pardon, j'avais perdu l'image. C'est une compétence professionnelle tout à fait importante. La métacognition, par exemple, ça se pilote par l'enseignant, mais il est important que les parents sachent un petit peu de quoi il s'agit, comment on peut aider l'élève à devenir pilote de son apprentissage. Et bien sûr, tous les dispositifs de formation dont on a parlé tout à l'heure et dans notre site qui est en pleine restructuration et qui va se développer beaucoup plus dans les semaines qui vont venir et les mois qui vont venir, on peut y trouver déjà beaucoup de choses, écrire un projet précis et puis évidemment repérer au sein de l'établissement des collègues qui sont susceptibles de rentrer dans le jeu. Tout le monde n'accepte pas de rentrer dans le jeu, bien entendu. Alors voilà, je vous présente de façon un peu brutale, mais on ne va pas les passer en revue, quelques exemples de pistes qui actuellement sont disponibles, mais on en a plein d'autres dans notre besace qu'on va bientôt mettre à disposition. Donc on en a autour de la formation, on en a autour de la mémorisation, fléchage des essentiels, la fiche de mémo, le planning de réactivation, les tests rapides, le logiciel
à parcours personnalisé en Quizlet, la technique d'évaluation, le cahier de règles, etc., etc. Vous voyez, on en a beaucoup, mais vous en disposerez. Et puis, les pistes autour de la compréhension, qu'est-ce qu'on fait des prérequis, un peu d'aversion pédagogique, l'importance fondamentale du vocabulaire, des ateliers en amont pour aider à la compréhension, la technique Plickers, etc., les cartes mentales, les cartes d'organisation, la double modalité visuelle et auditive. Il est toujours préférable que l'enfant double en code, c'est-à-dire il entend le message oral et en même temps il voit écrit quelques idées clés sur le tableau, donc c'est visuel et auditif simultanément, et il y a une conjugaison neuronale pour amplifier l'impact de l'information. Donc ça, c'est des choses élémentaires sur la présentation d'un cours au sein de la classe. Le rôle du temps, savoir par exemple que on apprend beaucoup quand on n'a pas le sentiment d'apprendre. On apprend quand on dort, on apprend quand on fait des pauses, on apprend lorsqu'on fait autre chose que son exercice de maths, etc. Je veux dire, on apprend à faire des maths quand on n'est pas en train de faire l'exercice de maths. C'est-à-dire que lorsque la conscience sort du jeu, l'inconscience continue de travailler dans l'apprentissage. Tout ça, ce sont des choses, si vous voulez, que les enseignants ne peuvent pas ignorer. Ça permet de restructurer un peu le déroulement et l'organisation d'un cours. Sur l'attention, les séquences de mise au calme, la mentalisation numérique qui permet, c'est un petit peu le jeu, les chiffres et les lettres de la télévision, c'est-à-dire on demande mentalement sans prendre de notes, à partir d'un nombre cible et à partir de nombres élémentaires, d'essayer de trouver le nombre cible. La complexité croît depuis les petits jusqu'à la classe de troisième, et on a observé que c'était une activité extrêmement profitable dans toutes les disciplines et qu'on peut mettre en place, par exemple, au sein d'un cours de mathématiques. On peut aussi développer l'observation, développer l'attention à travers de tout un tas d'activités scolaires. L'EPS est très loin d'être hors du jeu, puisque c'est pendant les cours d'EPS qu'on peut beaucoup développer la relation mentale-physique, et en particulier développer les capacités attentionnelles. Voilà, vous avez encore quelques pistes. Le cours à 5 temps. Cet après-midi encore, j'étais avec une enseignante par téléphone pour lui. Elle voulait mettre en place ce cours à 5 temps. Première phase, on transmet des informations, les élèves écoutent sans notes, ils les restituent, on régule, on écrit les informations sur le cahier. Ensuite, il y a une phase application, une phase compréhension, etc. Enfin, il y a tout un jeu d'activités complémentaires autour des connaissances sciences cognitives, le travail en îlot qui est bien davantage que de mettre les élèves en groupe, la classe renversée et non pas inversée. Je vous laisse visiter notre site pour voir ce qu'il en est, etc., etc. Et puis autour de l'évaluation également, puisque en France nous avons un grand déficit de savoir entre les techniques évaluatives et l'effet effectif de l'évaluation. Quand on fait une évaluation des savoirs d'un chapitre après avoir traité le chapitre, quelques semaines après, il ne reste quasiment plus rien dans la tête des élèves. Donc l'idée, c'est de passer progressivement à un apprentissage multitesting suivi d'un contrôle différé ensuite. Enfin, il y a des techniques comme ça qui permettent d'être plus pertinents dans la manière d'évaluer. Alors voilà, donc dans le montage qui va être transmis par Denis Herrero, j'ai installé 3 exemples de projets, un en collège, 2 profs, 2 classes, 7 classes et 2 niveaux, avec les axes qui correspondent. Alors ça, c'est au bout quand même de quelques mois, pour ne pas dire 1 ou 2 ans. Un exemple d'école élémentaire, un professeur de CM2 sur une classe. Il y a également des axes, formation, attention, formation des élèves, mémo, compréhension. Et un exemple de lycée, 4 professeurs autour d'une même classe de seconde, avec un axe, formation, mémorisation, compréhension, etc. Alors là, moi, je dispose de centaines de projets de ce type. Alors, si vous voulez en savoir plus, voilà, vous faites science-cognitive.fr et vous tombez dans le moteur de recherche directement sur notre site. Et sur notre site, vous trouvez un jeu de dossiers qui vous permettent de monter un projet Coniclass. Qu'est-ce qu'une Coniclass? Comment monter un projet? Quelles pistes possibles? Comment évaluer l'effet de l'expérimentation? Comment monter un projet? Enfin, présenter un projet, bilan,
conseil de mise en œuvre, conseil au personnel de direction, etc. Donc, vous avez l'équipement qui vous permet de monter un projet si vous ne pouvez pas bénéficier de formation académique. Voilà, donc j'ai terminé, il me reste un quart d'heure et je peux répondre. Alors, on a publié un ouvrage il y a 1 an et demi, je crois, et vous pouvez tout à fait y trouver un grand nombre d'informations. Voilà, merci beaucoup pour l'attention. Denis, je t'écoute. Merci beaucoup, Monsieur Berthier. Ça s'affole là, actuellement sur le chat. Je vous en remercie. Oui, alors on a conscience effectivement que c'est pas en 45 minutes, même en 1 heure, que vous aurez le temps de nous apporter toutes les informations. On a bien conscience également qu'il y a déjà des références et dont vous nous avez parlé, le site, le livre, effectivement. Malgré tout, on va essayer déjà de répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées via le chat et on verra l'opportunité de le poursuivre sur un autre webinaire. Alors, vous avez déjà répondu finalement sur la maternelle, effectivement, que vous n'avez pas encore engagé d'action réellement en maternelle, mais que ça n'empêchait pas finalement d'expérimenter certaines pratiques. Par contre, vous nous confirmez effectivement que les coniclasses peuvent être développées en école, en collège, en lycée, des pratiques en enseignement supérieur? Oui, je me permets de dire qu'un de nos plus gros pôles de Coniclas se situe dans l'Académie d'Aix-Marseille sous la houlette d'Isabelle Ross, qui est IEN, et on a à peu près 70 Coniclas. C'est une expansion extraordinaire qui se développe depuis 3 ans maintenant sous la bienveillance du recteur d'Aix-Marseille. Et ça a démarré en CE2 et cette année, ça a atteint le CM2. Ce que je voulais dire pour les maternelles, c'est que nous, on est très très friands d'expériences que des enseignants de maternelle font dans leur classe, même si c'est balbutiant, même si c'est pas probant complètement, on est très intéressé par le retour pour voir comment les choses évoluent. Ensuite, au-dessus du bac, oui, bien sûr, je commence à travailler beaucoup avec les universités. J'étais récemment à Toulouse pour l'ensemble des universités commerce, management, etc., 10 000 étudiants. Donc, ils sont de plus en plus intéressés par ça. Et je signale également, et c'est pas anodin non plus pour vous, Denis, c'est que je suis engagé actuellement comme conseiller auprès du ministère du Travail pour revisiter la formation des adultes dans le cadre de l'axe résorption du chômage. Donc, ça veut dire que toutes ces notions-là, elles sont également valables pour les adultes, souvent les jeunes qui ont décroché du système scolaire. Donc on couvre un peu tout ce pattern avec le principe de réalité que même si on a déjà beaucoup de collectes d'effets dans les classes, on en est au début de cette immense et passionnante aventure. Ce que vous venez de dire effectivement en direction des adultes est un élément essentiel aujourd'hui, notamment dans le cadre des plans d'investissement dans les compétences et tout l'engagement de l'État et des ministères en direction des personnes les plus éloignées de l'emploi, notamment, et des invisibles. Donc ça, on pourrait effectivement y revenir. Donc vous confirmez sans doute qu'il y a effectivement des coniclasses à Versailles, puisque c'était la question aussi, mais j'imagine qu'il y en a partout, même si elles sont plus développées à Aix-Marseille. À Versailles, on en trouvera également. Ah oui, il y en a énormément, Oui. puisque moi j'ai exercé toute ma carrière à Versailles et je participe au développement de formateurs. Il y a des formations partout, tout le temps, etc., sur ces axes-là, donc on en a énormément. Oui, Très bien. je voulais la parole. Là, je démarre avec mon équipe un tour de France de tous les pôles emploi régionaux. C'est-à-dire que les formateurs, in fine, sont très intéressés pour revoir un petit peu leur technique de formation, etc. Ouais. Bref, à vous. Cela va intéresser. On a des collègues de Greta de la formation continue et qui sont très engagés sur des actions de Pôle emploi. Donc j'imagine qu'on donnera suite effectivement à ce que vous venez de dire. Il y a des questions maintenant plus techniques sur les profils de compréhension. Il y a eu plusieurs questions sur les profils de compréhension. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces éléments? Et d'autant plus que ça avait tendance un petit peu à tendre vers les neuromythes autour des intelligences multiples. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des confusions à ce niveau-là. Alors, les intelligences multiples, il est avéré que la présentation initiale par Howard Gardner des intelligences multiples, etc., est erronée. D'ailleurs, il l'a largement accepté. Donc, l'idée qu'on ait des parties du cerveau qui seraient un peu cloisonnées et qui seraient dédiées aux 8 ou 9 intelligences multiples,
C'est vraiment quelque chose dans lequel il faut éviter de s'engouffrer. L'idée, c'est que ce qui nous permet de réaliser des tâches relève de compétences transversales. Et d'ailleurs, l'organisation des programmes scolaires est très bien faite à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on développe à la fois de l'auditif, du visuel, etc. L'équilibre est plutôt bien réparti. Donc, l'erreur, ce serait de catégoriser les élèves en fonction de leurs intelligences, ce qui n'exclut pas qu'on peut avoir une propension, un goût, des capacités développées dans un domaine ou dans un autre. Mais le cerveau est un système qui traite de façon complexe l'ensemble des informations et sur lesquelles on développe des compétences variées, et on retrouve un petit peu tous ces histogrammes de compétences, on le retrouve un peu dans l'acquisition de tout ce qu'on fait un petit peu dans la vie. D'où l'idée de développer les fonctions exécutives. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, oui, bien sûr, la première discipline personnelle, c'est de revoir l'histoire des neuromythes. Mais vous savez, ce que j'observe en me baladant dans les conférences, etc., c'est qu'il y a de moins en moins de neuromythes auprès des enseignants. Ils sont de plus en plus conscients d'un fonctionnement correct et rigoureux du cerveau. Alors, il reste bien sûr les profils auditifs, visuels, etc., qui nous plombent vraiment parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est tous à la fois visuels et cognitifs. On est d'ailleurs plus visuel que cognitif. C'est l'évolution humaine qui le veut. Donc ça, il faudrait arriver à se débarrasser de ça. Mais finalement, c'est pas bien grave. Et puis alors, il y a ce qui émerge de plus en plus et qui nous préoccupe, ce sont les biais cognitifs, c'est-à-dire tous ces pièges de la pensée. Le biais de familiarité, on voit quelque chose, on dit c'est familier, donc je le sais. Non, ce n'est pas correct. Le biais de confirmation, c'est-à-dire je relève dans le propos d'autrui que si, que ce en quoi je crois. Enfin, et le biais de Dunning-Kruger, qui fait que plus on développe une compétence, plus on a l'impression qu'on doute sur cette compétence. Et réciproquement, ce sont les gens qui savent le moins sur un domaine qui affirment le plus les choses. Donc il y a un jeu d'une quinzaine de biais qui sont importants actuellement, eu égard à la pratique des téléphones portables et des réseaux. Parce que les réseaux confirment le développement de certains biais. On a tendance par les réseaux à confirmer ce qu'on sait et de se rapprocher de gens qui sont comme nous, etc., etc. Bref, donc la rigueur d'esprit et l'éthique autour de cela, c'est quelque chose qui va monter en charge. Je me permets, Denis, d'aborder cette question que nous avons reçue hier tous les deux, qui a été émise par Nathalie, dont je ne connais pas le nom de famille, à propos de la différence entre l'engagement et la motivation. Donc, l'engagement actif, c'est le fait d'apprendre par le questionnement, par l'implication, par la production, parce que le cerveau est conçu comme ça. On n'apprend pas à long terme qui était Platon en écoutant le professeur qui nous explique Platon. On apprend Platon en travaillant, en mettant, comme dit Elena Pasquinelli, les mains dans la pâte, en triturant cette affaire-là. C'est comme ça, en la digérant. Donc là, on est au cœur des techniques de l'engagement actif. La motivation, c'est un panel de processus mentaux qui font que ce que l'on apprend est bien adapté, colle bien avec ce dont on est capable de faire, ce qu'on est capable de faire. Dans la motivation, il y a la représentation que l'on a de nos possibles, et là, on est en plein dans la métacognition. Il me semble que je suis capable d'apprendre telle chose. Il me semble que ce sera compliqué pour moi de faire tel exercice de mathématiques. Mais par contre, si j'en fais un plus simple, je suis dans la fenêtre de mes possibles, c'est-à-dire entrer dans ce que l'on appelle la fenêtre de la difficulté désirable, un peu comme le sauteur à la perche de la slide qu'on voit à droite. Si la barre est trop haut, si on la met à 6,50 m au-dessus du record du monde, personne ne voudra sauter. Si on la met trop bas à 2 mètres, personne ne voudra sauter. C'est pas intéressant. Donc il faut se placer dans une fenêtre optimale de compétences cognitives, si vous voulez. Et donc dans la motivation, il y a cela. Il y a toute la sécurisation. Il y a la mise en place de conditions favorisantes. La zone proximale de développement de Vygotsky, etc. Alors là, je pourrais vous en parler pendant
une journée parce que nous venons d'écrire un bouquin pour la mémorisation chez les collégiens et j'ai tenu à mettre un chapitre entier sur l'importance de la motivation en faveur de la mémorisation. Voilà. Donc voilà, je voulais répondre à Nathalie. J'attends une autre ou deux autres questions. Merci, Monsieur Berthier. Vous avez évoqué, enfin, certains ont évoqué tout ce qui a trait à la pleine conscience, de travailler autour de la relaxation, mindfulness était utilisé par certains participants. On se questionne pas mal au niveau de la cardie, par exemple. C'est vrai on se questionne sur l'intérêt justement de développer ce type d'activité pour favoriser l'apprentissage. Quelle est votre vision justement de ces activités de pleine conscience? Ça peut se passer à différentes échelles de temps. Si les élèves de cinquième rentrent de récréation, ils ne seront pas forcément dans un état cérébral captif pour tout ce qu'on a à leur faire. Donc il y a un petit moment de transition qui va leur permettre de reprendre leur contrôle de la pensée, donc avec un déroulé de 3-4 minutes, portant sur la respiration, on ferme les yeux, on prend conscience de contact entre soi et la chaise, entre soi et le sol, etc. On respire un peu, ce sont des choses vraiment très très élémentaires. Eh bien, on s'aperçoit que en 3 minutes, on arrive à calmer de façon très impressionnante une classe entière. Donc ça, je dirais que c'est pour une transition et on peut tout à fait le faire dans ces moments critiques de la journée qu'on connaît bien, 10h30 le matin, 3h30 l'après-midi, où il y a des pics, si vous voulez, au niveau des rythmes biologiques, d'agitation, etc. Et on sait que statistiquement, c'est à ce moment-là qu'on met le plus de punitions, de sanctions, etc. Donc à ces moments-là, on reprend en main la classe, l'enseignant reprend la main la classe, et les élèves en général sont très contents qu'on les aide à le faire. Et ils sont, dans les zones qui sont un petit peu difficiles, en général, ils sont très satisfaits de cette affaire-là. Alors ça, c'est plutôt à court terme. Alors on peut faire évoluer. Par exemple, lorsque j'étais sur l'île de la Réunion, j'ai croisé un principal qui avait beaucoup développé ces affaires-là et il avait des modalités de mise au calme qui étaient différentes selon le niveau, sixième, cinquième, etc., avec une formation des enseignants, des ateliers, etc. Et son collège qui était extrêmement, il y avait beaucoup d'élèves, il reconnaissait qu'il avait fait chuter peut-être de 10 fois le nombre des sections, des sanctions, des exclusions, etc. Et donc c'est toute une mécanique. Alors l'idée c'est surtout de ne pas laisser entendre que la classe ou l'école va devenir une espèce de petite secte. Donc il faut éviter des mots du genre méditation, sophrologie, etc. Nous on appelle ça le calme, la remise au calme voilà, du mental, et ça marche très bien. Alors, il y a également un projet à long terme sur l'élève, c'est-à-dire que l'attention ne se développe que jusqu'à 20-25 ans. Si on loupe ce rendez-vous lorsque l'individu est enfant, adolescent, etc., c'est mort pour la vie, hein. Donc il s'agit de le faire. Et l'idée, c'est d'apprendre progressivement aux enfants à développer ces capacités attentionnelles. Donc de proche en proche, si on le fait, admettons, une fois par jour, etc., on va permettre aux enfants de développer cette capacité. Donc c'est à plusieurs échelles de temps. Nous, on y est très favorable et les remontées que l'on a sont extrêmement positives, partout. Denis? Très bien, oui. Alors, je vois qu'effectivement, certains, même participants, utilisent la cohérence cardiaque justement comme outil de retour au calme rapide. C'est peut-être des éléments aussi qui vous parlent, mais c'est vrai que c'était une question qui est souvent revenue. Alors, bien entendu, moi, j'aurais d'autres questions. Alors, je regarde l'heure, il est 19h30, et c'est vrai qu'on essaye de se caler par rapport aux objectifs, aux horaires que l'on s'était fixés. Alors, moi, j'ai eu tout simplement cette problématique-là. Est-ce que
Monsieur Berthier, vous nous autorisez à imaginer une deuxième session pour ne parler effectivement que revenir sur les questions qui sont posées aujourd'hui, même si il y a beaucoup de questions finalement qui vont pour lesquelles les participants vont trouver des réponses dans les références que vous avez mentionnées. Mais c'est vrai que ce serait idéal si vous nous offriez cette possibilité-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais être très clair. J'ai un agenda hyper surbooké pour les 6 mois à venir, mais pour votre plateforme, je vous accorde toutes les séances que vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur Berthier. Alors, ce que l'on va proposer effectivement, c'est que l'on va reprendre donc les questions qui sont posées, on va les rassembler, on va les faire parvenir à Monsieur Berthier de manière déjà à ce qu'il puisse conduire, je dirais, des réponses en lien avec vos questions. On va également, dans l'envoi que je vais vous faire, vous demander de reformuler peut-être certaines questions, d'approfondir d'autres, de manière à ce qu'on puisse lui fournir, je dirais, un cadre le plus complet possible. Et c'est sur cette base-là qu'il construira ses réponses. Moi, j'avais bien entendu aussi un vœu, et je n'ai déjà un petit peu parlé à Monsieur Berthier, c'est que au-delà, je dirais, de ces deux sessions, on puisse voir comment on peut transformer finalement le campus que l'on porte et peut-être également, bien entendu, l'ensemble des participants, comment on peut le faire devenir réellement apprenant en intégrant pleinement, je dirais, les dimensions que vous nous apportez autour des sciences cognitives. Et c'est une proposition que je ferai à l'ensemble des membres et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui participent à la vie du campus qui y seront sans doute attachés. Je ne sais pas, je vais tout simplement laisser le mot de la fin à Monsieur Berthier en vous disant que très rapidement donc je vous envoie les supports et nous essaierons de trouver la date idéale pour nous retrouver pour finaliser cette intervention. Merci beaucoup Monsieur Berthier, je vous laisse le mot de la fin. Oui, ça sera très bref. D'abord, très techniquement, Denis, je crois que je vous invite à vous rapprocher d'Isabelle Ross, qui est vraiment très puissante sur ces affaires-là. Et j'ai vu dans la liste la participation de Valérie Debeau, qui est extrêmement précieuse pour le pôle Montpellier, etc. Elle commence à accumuler une bonne expérience. Donc, ce sont deux coordonnées que je vais vous transmettre. Et ensuite, voilà. Ensuite, moi, je suis ouvert à toute proposition et surtout pour des projets qui sont amenés à se développer dans le temps. Voilà. C'est-à-dire que jeter des bouchons dans l'eau sans que ça manque vraiment, c'est pas très intéressant. Par contre, développer, comme ça se fait de plus en plus, des formations de formateurs, monter des projets, nous, on va essayer de plus en plus de les suivre. Je dis pas un à un, mais en tout cas de les suivre parce que c'est indispensable, parce que la recherche en a besoin, parce que cet élan vers des innovations pédagogiques ou revisiter les pratiques, c'est devenu maintenant tout à fait primordial. Voilà. Alors, je voulais remercier tous les participants. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de lire le chat. Je suis perdu dans mes pensées, mais je vais m'y replonger. Merci beaucoup et je l'espère. À bientôt. Au revoir.